et qui peut se conduire comme un capro de la mafia et comme un personnage véritablement détestable quand ses préjugés, qu'ils soient raciaux, antisémites, etc., restent forts. À l'extrême fin de sa vie, ce Mark Felt, gorge profonde, vous savez, qui renseignait dans l'obscurité d'un parking les deux journalistes enquêteurs. Finalement, avant de mourir, il a révélé que c'était lui. À la stupéfaction d'un certain nombre de gens, par exemple du journaliste américain Ted Stanger, qui a été longtemps chef du bureau de Newsweek à Paris, et qui dit son étonnement à France Inter le 1er juin 2005. Je pense aller justement aller jusqu'à la mort sans savoir, parce que effectivement c'était le plus grand secret des États-Unis, l'identité de celui qu'on appelle gorge profonde. Et la révélation est vraiment chamboule les États-Unis en ce moment. Ça m'a fait un choc parce que moi personnellement je pensais pendant longtemps que gorge profonde n'existait pas. Mais c'était en quelque sorte une manière pour deux jeunes journalistes de rassurer leur patron en lui disant nous connaissons quelqu'un très haut placé dans le gouvernement qui nous rassure que tout ce que nous racontons est vrai. Vous vous souvenez de cette époque, vous faisiez quoi? Non seulement je m'en souviens, mais j'étais jeune journaliste à l'époque. Et on était tous des jeunes journalistes très encouragés à nous-mêmes faire des enquêtes. Dans certaines rédactions, même à cause de Watergate, grâce à Watergate, le tiers du personnel faisait des enquêtes pour chercher la corruption, notamment dans la fonction publique et parmi les élus. Et on en trouvait. Je suis étonné par Mark Felt parce que c'est vrai, depuis 30 ans, Mark Felt a souvent été posé la question, est-ce que c'est vous, gorge profonde? Et il a souvent nié. Il a toujours nié d'ailleurs. Donc il a menti. Il a menti, ce qui évidemment aux États-Unis est particulièrement blâmable. Oui. Plus qu'en France peut-être, en la vie publique. Je crois que ce qui est vrai, c'est que la question de l'identité de gorge profonde est une question qui a été à la source d'innombrables articles, d'innombrables propositions, jusqu'au moment effectivement où l'on a su de qui il s'agissait. Les deux journalistes et les quelques très rares personnes qui connaissaient sa réelle identité ont admirablement gardé le secret. Vous voyez, donc il existe des secrets dans tous les sens. On peut se demander dans ces conditions effectivement dans quelle mesure les journalistes n'étaient pas partiellement manipulés. Mais ça, c'est le problème des relations en permanence entre les médias et les décideurs. Si les décideurs laissent fuir des informations aux journalistes, c'est en général pour que ceux-ci s'en servent et ce faisant, le plus possible, les servent. Vous croyez que Assange ou plus récemment Snowden, dans leur action, ont été bienvenus aux yeux de l'administration américaine, du président Obama? Ça paraît très discutable. Non, certainement pas. Et vous avez un côté très ambivalent, j'ose pas dire schizophrénique, car le mot est trop fort, dans l'attitude de l'administration Obama par rapport à cette question du secret et de l'ouverture. Vous dites dans votre dernier livre, dans la réédition de votre Histoire des États-Unis, le dernier chapitre, vous dites que Obama serait une sorte de Janus. Oui, mais en l'occurrence, on peut le voir à bien d'autres égards, mais en l'occurrence, ça se vérifie. D'un côté, il a fait beaucoup pour l'ouverture des documents historiques. Les historiens ne sont pas totalement satisfaits parce qu'il avait promis que, actuellement, en décembre 2013, il serait possible d'accéder à tous les documents remontant à plus de 25 ans. On est plutôt actuellement à 35, mais enfin, il a pris un certain nombre de décisions qui font qu'il est plus facile actuellement de déclassifier et moins facile de classifier. À propos de Wikileaks, on a noté cette réflexion d'un grand historien contemporain, Timothy Garton-Ash, qui disait au fond Wikileaks c'est le rêve de l'historien et le cauchemar du diplomate. Parce que, au fond, pour l'historien, c'est la possibilité d'avoir accès sans attendre les délais traditionnels d'ouverture, surtout en relations internationales, là où les documents sont le plus souvent le plus fermés, avoir accès donc à des documents très récents, pouvoir comprendre ce qui est véritablement en train de se passer. Enfin ça, Obama ne l'a pas voulu, en revanche il est allé, il a cette forme d'ambivalence. Non, absolument pas, il a certainement été très choqué de cette affaire parce que... Comme de Snowden d'ailleurs. Ça fait également, parce qu'en fait, si vous voulez, à côté de cette volonté très sincère d'ouverture des documents historiques, il y a chez lui la volonté de voir l'État fonctionner de façon impeccable et il considère là que ce sont des atteintes au fonctionnement de l'État. Il a pris beaucoup de mesures pour essayer d'empêcher les fuites et il a lancé surtout, ce qui est peut-être peu connu en France, beaucoup plus de poursuites pour faits de fuite que tous les présidents américains avant lui réunis.
Il reste que la démission finale de Richard Nixon n'a pas pu ne pas marquer les mémoires, les sensibilités dans la démocratie américaine et forcément les successeurs présidents jusqu'à Obama. Cet instant dramatique où il s'en va, avec son discours du 9 août 1974, incarne l'extrême pointe de l'assaut des forces destinées à dévoiler les secrets que le pouvoir exécutif s'efforce de dissimuler. C'est l'apogée du conflit entre deux nécessités de pouvoir en démocratie. Écoutons-le un bref instant pour finir. Je quitterai la présidence à midi demain. Le vice-président Ford prêtera serment comme président à cette même heure dans ce bureau.